Alors justement, être dans le high-tech, être dans l'univers du digital, c'est un atout quand on veut favoriser, enfin avoir des employés plus heureux au travail? Alors il y a deux choses. Si on observe année après année le classement de type Great Place to Work, effectivement, le fait d'être dans le conseil, dans la high-tech, dans des environnements jeunes, à communication un peu désacralisée, évidemment, est privilégié. Alors ça, c'est un modèle très anglo-saxon. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On peut éventuellement être très bien dans son travail, dans quelque chose de beaucoup plus classique. Oui. Hein, donc attention, forcément, soit dans la high-tech, soit dans l'entreprise 2.0 pour attention à ce modèle. Heureusement. C'est tant mieux qu'on privilégie ce genre de modèle, mais c'est un modèle particulier. S'ils ont été primés, c'est justement parce que justement on va les mettre un peu en lumière. Oui, mais en fait, ce modèle a en sous-jacent un certain nombre de critères qui favorisent plutôt certaines entreprises que d'autres. Donc, la réponse à la question, est-ce que d'être dans le numérique, oui, c'est des environnements plutôt jeunes, c'est des environnements qui aiment pas trop la langue de bois, la hiérarchie, etc. Donc, tout ça est évidemment extrêmement favorisant. Après, est-ce que les technos permettent de... là, c'est assez clair. Il y en a... globalement une qui finalement a une conséquence, c'est le télétravail. Donc tout ce qui permet le télétravail, aujourd'hui c'est concret, c'est réel. Et quand on regarde l'analyse justement d'un site de Great Place to Work, ils le font en taux horaire par semaine et je trouve ça très intelligent pour une raison très simple. C'est que, en fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'on allait faire des économies de bureau en faisant du télétravail, donc l'entreprise y voulait faire intérêt comme ça. Ouais. C'est une catastrophe absolue. Bon, je parle pas des suicides, mais on sait très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, heureusement, enfin, on se dit, le télétravail, ça peut être pour le bien-être des salariés. On a des études extrêmement sérieuses, vraiment, qui prouvent que, en gros, dès que vous commencez à télétravailler, vous augmentez le bien-être des salariés. Jusqu'à 2,8 jours par semaine. Et après, ça commence à régresser un peu. Parce que si vous êtes 100% en dehors de l'entreprise, le collectif de travail, vous le flinguez. Et donc après, c'est moins intéressant. Voilà. Et Christophe Dehaye, dans votre petit traité du bonheur 2.0, c'est étonnant. Parce que d'ailleurs, votre premier chapitre, avant même le reste, c'est maigrir, je crois. Oui, pour un certain nombre de raisons. C'est ça. Donc le bonheur, c'est d'abord maigrir. Alors non, en fait, il y a 75% en gros de ce qu'on raconte qui est plutôt du bien-être. Mais il y en a quand même au moins 25% qui est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Si ce n'est une manière de le dire, c'est prendre soin de soi et des autres, mais une autre manière, c'est du bien-être dont on est conscient. Il y a un état de conscience. Quand on est vraiment bien et qu'en plus on le sait, alors là, on se demande ce qui reste à espérer. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi le poids? Bon, on l'a pas mal expliqué. Ce qui peut paraître un peu gadget. Oui, c'est ça. On a fait un effort vraiment considérable sur ce livre pour remonter sur des études scientifiques et pour essayer de remonter sur les leviers. Pourquoi ça marche? On a tous envie... non. Un certain nombre d'entre nous ont envie de perdre du poids. D'accord. Tous ceux qui ont envie de perdre du poids ont un mal fou à y arriver. Donc on a une vraie volonté sur un sujet. Mais notre vie quotidienne de micro-décisions quotidiennes en permanence fait qu'on picore, machin, etc. Eh bien, ces outils-là vont nous ramener effectivement une notion de coach. Des coachs que d'habitude on se paye pour ceux qui en ont les moyens, et puis pour les autres, ils se débrouillent. Donc ils font un régime, et puis finalement ils finissent par l'abandonner, et puis ils reprennent plus de poids qu'avant. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Finalement, ces technologies numériques dont on pense jusqu'à présent que c'était vraiment le mal absolu, néanmoins, j'observe que tout le monde en a. Eh bien, finalement, si on les utilise correctement, et notamment ce sont des technologies qui en partie sont nouvelles, parce qu'elles jouent aussi sur nos comportements, et même sur certains aspects vraiment de notre psychisme. On a parlé de santé, on pense tout de suite la forme... Mais la santé mentale dans tout ça, figurez-vous, il y a énormément d'applications pour penser positif, par exemple. C'est un grand courant aux États-Unis, penser positif. Si je prends 3 photos par jour de choses un peu sympas, au bout d'un mois, si j'étais dépressif, léger, grâce à autre chose. En tout cas, le petit coup de blues, et on regarde ces photos. En tout cas, ce que vous dites est vrai, on revient sur un mot dont Cédric Hutchin parlait tout à l'heure aussi, c'est le côté préventif. Et donc, la prévention est très importante. Alors, Christophe Dehaye, dans le petit traité du bonheur 2.0, je vous taquinais tout à l'heure, je disais le premier chapitre est sur maigrir, mais le 5e c'est sur bouger plus. Et là, effectivement, c'est un truc tout simple à faire. Alors c'est un truc tout simple à faire, il y a des gens qui ne bougent pas assez. Alors à 40 ans, un homme en général se remet au sport. En France, c'est entre 800 et 1000 morts. Donc on ne rigole pas avec un sujet pareil. Donc par exemple, le ministère britannique a mis en place des petits programmes d'entraînement, de coaching, etc. sur fond musical pendant 9 semaines.
pour éviter, juste pour encourager et pour que les gens réussissent sans tomber dans les problèmes d'une reprise trop violente du sport. Donc là, on a vraiment quelque chose d'important. Monsieur tout à l'heure a dit le premier pas est le plus important. C'est pas tout à fait vrai. En termes de santé, les bénéfices ne sont valables que quand on parle de décennies. Et donc, il faut savoir comment est-ce qu'on va avoir ces comportements pendant des décennies. Il faut vraiment changer pour de vrai, pas pour se faire plaisir. Et c'est là où vraiment les technologies peuvent nous aider, surtout si on les pense dans un aspect très comportemental. Et vraiment, il y a des choses qui sont tout à fait expliquées, documentées scientifiquement pour pourquoi ça peut marcher, ou plus exactement, pourquoi ça marche. Oui. Alors, qu'est-ce qui veut commencer, Christophe D? Écoutez, on va commencer par le chapitre numéro 1, celui qui vous a interpellé. Maigrir. Voilà. Vous avez tous avec vous un smartphone. En gros, quand on achète un téléphone aujourd'hui, 1 sur 2 est un smartphone. Bon. Dans la salle, je pense que c'est plus qu'1 sur 2. Un smartphone, ça veut dire qu'il fait aussi appareil photo, pas seulement téléphone. Donc c'est super, vous avez toujours avec vous la possibilité de prendre quelque chose en photo. Alors je vous annonce aujourd'hui très clairement et très précisément, si vous prenez en photo tout ce que vous mangez et que vous le postez sur Facebook, vous allez maigrir, c'est prouvé. Mais ça intéresse qui, ce Voilà. que j'ai dans mon assiette? Et mais non, justement, les mécanismes qui sont derrière, parce que derrière, quand je dis ça, évidemment, j'ai bien l'impression de provoquer un peu. Pourquoi ça marche? C'est ce qu'on a essayé de chercher dans ce livre. C'est pas tellement de recenser les plus de 30 000 applications qui sont bientôt 40 000 dans 2 mois et ainsi de suite. C'est les moteurs, les leviers qui sont derrière. En fait, quand on demande aux gens combien de décisions on prend sur l'alimentation ou la boisson par jour, en moyenne, les gens disent 15. La réalité, c'est 220. 93% de nos décisions sont complètement en pilote automatique. Le fait de s'obliger à prendre en photo, ça veut dire qu'on va prendre conscience qu'on va manger cette triple choucroute chantilly, alors que j'avais dit que vraiment j'allais faire un effort. Bon. Donc c'est une espèce de surmoi, de conscience comme ça que Un qu'on Jiminy se rajoute. Cricket, voilà, une espèce de Jiminy Cricket qui, comme sur l'épaule de Pinocchio, lui dit les bonnes actions, les mauvaises actions, parce que on est en pilote automatique. Pourquoi est-ce qu'on va toujours au même supermarché? C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est le plus pratique, il est à côté de chez nous, et surtout, les rayons, on les connaît bien, et de toute façon, ce qu'on achète, c'est à 80% ce qu'on a acheté la dernière fois. Bon. Oui. Juste pour rebondir quand même. Christophe D. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que ça s'appelle 2.0, c'est que l'utilisateur fait son marché et va choisir ce qu'il utilise ou pas. Donc l'option « je mets sur Facebook » est une option parmi d'autres. Donc je peux ne pas me sentir à l'aise, donc je ne le fais pas. Je peux aussi mettre ça sur une plateforme particulière où on partage que dans une communauté de gens que je ne connais pas très bien, mais qui ont tous un problème de surpoids, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on voit qu'on a plusieurs leviers à activer, que ça ne donne pas exactement les mêmes résultats, que ça ne s'adresse pas forcément à la même personne. Je ne sais pas si on a des études d'ailleurs. Est-ce qu'en faisant votre bouquin, vous avez vu des études sur, même si c'est peut-être un peu tôt, la fiabilité des couples Internet versus la fiabilité des couples bio? C'est un peu tôt et très probablement, plus le temps va passer et plus les biais seront tels que ça ne sera pas possible de faire ces études. Par contre, sur du temps long, on s'aperçoit quand même qu'une partie des choses, avant on se mariait dans un village, de toute façon, il fallait faire son choix dans le village. Hein. Quand vraiment on avait de la chance, on avait l'autorisation d'aller à pas plus d'une journée à pied, etc. Bon. Au bout d'un moment, il fallait se renouveler un peu. Quand voilà, même. l'urbanisation a déjà déclenché tout un tas de phénomènes. On a rencontré dans d'autres communautés, les gens vont plus longtemps à l'école, donc ça a été un facteur de mixité sociale. Aux États-Unis, par exemple, ces sites ont, de manière absolument certaine, développé les mariages interraciaux. Nous, interraciaux, c'est un mot pas très politiquement correct, mais aux États-Unis, on peut le dire comme ça. C'était pas du tout une pratique courante, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça a complètement désinhibé et développé cette pratique. Je finis sur les sites de rencontres. C'est pas seulement des listes, parce que ça prend un temps fou, des listes. Donc après, on a dit, tiens, c'est l'ordinateur qui va faire en fonction des critères. Mais vous avez des sites aujourd'hui, dont un a été primé en 2011 comme le plus créatif. Ça ne marche pas sur des profils, ça marche sur une proposition. Et pourquoi ne pas aller à un vernissage de tel artiste dans telle galerie, tel jour, telle heure? Et on ne sait pas qui vient. Donc là, on est dans le hasard pur, parce que certains ont éprouvé le besoin de remettre du hasard. Donc, Ça vous voyez, ressemble un peu plus à la vraie vie, du coup. non mais, en fait, il n'y a aucune limitation, sauf celle de notre imagination. Et la bonne nouvelle qu'on apporte ce soir, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui trouver une créativité plus débridée que dans ces nouvelles technologies. Christophe, donc vous êtes auteur de... Qu'est-ce qu'on y dit dans ce petit traité du bonheur 2.0?
Alors nous, on annonce une nouvelle vague d'informatique, et quand on questionne le numérique d'hier. À l'évidence, le numérique d'hier n'a pas forcément considéré l'homme tout à fait comme il fallait. Et quand on dit on va en rajouter de l'informatique, on va en rajouter du numérique, et on entend beaucoup de gens aujourd'hui dire mais il y a un moment, il faut faire pause, il faut peut-être voir que c'est le mal absolu, il y a quelques psys qui sont vent debout, etc. Bon, nous, la question, c'est on se trompe. Il y a une nouvelle vague d'informatique qui est conçue très différemment et qui, en partie, va apporter plein de choses tout à fait intéressantes et nous permettre de nous prendre en main. Et cette informatique va sans doute déshabiller une partie de l'informatique précédente qui était peut-être pas très human-centered, par exemple. Et donc ça, c'est sûr qu'en termes de confiance, on a un bilan du numérique qui n'est pas archi-positif. Et donc certains s'appuient dessus en disant faut tout changer, il faut s'en éloigner. La question n'est pas là, c'est nos pratiques peuvent être interrogées, ça c'est sûr. Et ensuite, mais peut-être qu'on peut aussi faire advenir de nouvelles technologies qui peuvent nous aider, et elles sont déjà là, quasiment là. Bon, alors tout ça, on est d'accord, mais moi j'insiste sur le fait, c'est qu'il y a des technologies vraiment nouvelles, qui s'attaquent au cœur du sujet, c'est comment on change le comportement des gens. Bon, ça, c'est de la prise de conscience. Une partie de ces objets connectés, et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec Internet, ou pas seulement, c'est une autre dimension, c'est je m'extériorise, et donc je vais avoir des coachs via le numérique. On a admis, c'était pas évident au départ, qu'on avait besoin de coach. On est complètement submergé, pas par le numérique, par une société de consommation qui nous malmène. On avait besoin de coach pour plein de choses. Le numérique est en train de jouer à ça, y compris de nous ressourcer, nous recentrer, voire ralentir. Donc voilà, la technologie peut nous aider à ralentir la technologie qui nous avait trop accéléré. Donc il y a un débat entre la technologie et la technologie elle-même. De plus en plus d'outils qui nous permettent de prendre conscience justement de ça. On a des outils, là, le Web 13. C'était la conférence, on en a parlé il y a 15 jours. Loïc Lemeur qui a fait un petit tabac en disant on peut même faire de la méditation avec le numérique, en faisant venir des gens assez crédibles sur la question. Bon, on a de plus en plus d'applications, de dispositifs, d'objets connectés qui nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes